Pose le contexte, d'accord, pas d'accord, chez nous, ça va être un duel. Donc, on va s'appuyer sur une petite quote, une déclaration qui est sortie dans les médias. Et puis, on va te laisser, Alexis, écouter les deux arguments. Et puis, peut-être, tu vois, te positionner vers celui qui t'aura le plus convaincu, en donnant aussi, bien sûr, ton point de vue après. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Moi, je dis, il y en a qui portent du Dear Basketball, il y en a qui n'en portent pas. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Bon, lançons le contexte. Ça concerne Tony Parker, qui était en voyage aux États-Unis. Il était sur le sol américain pour promouvoir ses marques de vin et de champagne. Il a été sollicité pour parler un petit peu NBA, début de saison et surtout la position de certains Français. Et il a remis aussi un peu en question la situation inégale de certains joueurs. Donc on connaît bien sûr les joueurs plus expérimentés, les Evan Fournier, les Nicolas Batum, mais d'autres arrivent et sont peut-être dans des situations un petit peu moins stables. Et Tony Parker a déclaré ceci, les jeunes Français partent trop tôt et c'est bien dommage car on ne peut pas les forcer aujourd'hui à rester en France ou en Europe. La draft ne veut plus rien dire aujourd'hui, on sélectionne les jeunes sur leur potentiel, mais le potentiel peut être réalisé ou non derrière. Avant, tu faisais 2-3 ans à l'université aux États-Unis où tu jouais au meilleur niveau en France avant de te présenter à la draft. Voilà, donc nous, on résume ça par les Français partent-ils trop tôt en NBA ou, selon Tony Parker, ils partent trop tôt en NBA. Deux consultants ici ne sont pas d'accord. Antoine est plutôt d'accord avec la déclaration de Tony Parker et Angelo beaucoup moins. On va donner la main à Antoine. Antoine, tu as 1 minute pour exprimer tes arguments et ensuite on écoutera Angelo et puis Alexis nous donnera son point. Allez. Non, en gros, l'idée c'est que je comprends ce que dit Tony dans le sens où lui avait un vrai plan de carrière qu'il avait écrit quand il était vraiment ado, jeune, et que pour lui ça faisait sens qu'à un moment tu dois marquer un petit peu les esprits domestiquement, mais aussi même par rapport juste au monde professionnel, quoi, avant de vraiment te présenter à la draft, qui est censé être le plus haut échelon professionnel. Donc si tu n'as rien prouvé vraiment de solide, concret, à ce niveau-là, pro, avant de dire je vais aller au plus gros échelon professionnel, ça me paraît assez logique dans ce qu'il veut dire, parce que quand même, la draft, je la vois tous les ans, je vois beaucoup de Français qui sont excités, qui sont super contents, ça devrait être un moment magique, historique, et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose pour eux derrière, et je pense que ça va être très difficile à gérer, notamment pour la suite de leur carrière. Donc je me dis qu'il doit y avoir un système meilleur à faire. Après, je connais l'argument. D'ailleurs, j'avais une interview avec Alexis en 2011, je ne dis pas qu'il s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle, où justement lui il me disait bah oui mais bon en France les jeunes de toute façon on les fait pas jouer, donc là effectivement il faudrait changer le truc, mais je suis pas forcément contre ce qu'il dit qu'on peut pas merci Antoine. Faire la draft. Antoine, merci. Le buzzer, il va falloir s'y habituer. Hein. C'est pas très commun et puis c'est surtout assez violent. On reste sur un argumentaire d'1 minute. Angelo a pu s'échauffer en attendant. Je sens qu'il est prêt. Non, mais je suis chaud parce que c'est. Il est chaud depuis 3 jours. Je suis chaud depuis 20 ans. En fait, pour moi, c'est de qui parlons-nous? C'est-à-dire qu'il n'y a que 7 joueurs en NBA, donc ça veut dire qu'on fait forcément référence aux joueurs qui ont eu moins de succès. Donc Eli Okobo, Malédon, Killian Hayes à l'heure actuelle qui a du mal, et puis le petit quatrième. On peut aller sur Dieng. Oui, Dieng. On peut aller sur Olivier Sarr, on peut aller sur des joueurs comme ça. Pour moi, Dieng, Diabaté, on n'en parle pas. Diabaté, on ne le connaissait pas en France avant qu'il débarque, qu'il soit drafté. Et puis Dieng, c'est un gros profil et il est dans sa première année. Discutons plutôt du fait que Tony Parker, quand même, je trouve paradoxal que ce soit dans l'histoire. Avant qu'il y ait eu le jeune Primo qui joue aux Spurs, c'était le plus jeune joueur titulaire et le plus jeune joueur sur un terrain de basket de l'histoire des Spurs. Il parle du fait de faire 2 années ou 2 à l'université où Joe au meilleur niveau en France. Parker a fait 2 ans en France, Okobo a fait 3 ans, Killian Hayes a fait 3 ans en Europe, il était dominant en Eurocup, il tournait à 12 points par match. C'est-à-dire que le profil des jeunes joueurs français à l'heure actuelle qui vont en NBA est le même que celui de Tony Parker à l'époque où lui est parti en NBA. Donc je trouve ça très paradoxal. Voilà. Ok, parfait. Bon, on conclut là-dessus. Sur le buzzer, tu me relances d'ailleurs sur les profils qu'on évoque. On va peut-être les montrer à l'antenne pour aussi nos téléspectateurs, de savoir de qui on parle. On les a catégorisés en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle chez nous les gars sûrs. Nicolas Batum, drafté en 2008, la même draft d'ailleurs qu'Alexis Aginsa. Il est drafté 25, là où Alexis est drafté 20, si je ne dis pas de bêtises. Et il arrive à 20 ans. Evan Fournier arrive à 20 ans, drafté en 2012, 20e position. La draft de Rudy Gobert, c'est 2013,
27e position, 21 ans. Voilà, donc ça c'est pour les joueurs qu'on considère installés en NBA. Et on en a d'autres. Franck Ntilikina en 2017, 8e, 19 ans. Sekou Doumbouya 2019, 15e, 19 ans. Kylian Hayes, on en a parlé avec toi Angelo, 2020, 7e position, donc le plus haut drafté à l'heure actuelle en NBA. Et il arrive à l'âge de 19 ans. On peut en citer d'autres. Théo Malédon, 34e, 19 ans, 2020. Moussa Diabaté, 2022, 43e position, 20 ans. Ousmane Dieng, 2022 également, 11e position, 19 ans pour Ousmane Dieng. Voilà ce qu'on pouvait vous proposer et vous présenter, surtout comme nous. On a écouté les deux arguments. Alexis, ça va être à toi. Vers qui tu penches? C'est mitigé. Je comprends ce que Antoine veut dire, mais je suis tout à fait d'accord avec... Angelo. Excuse-moi, j'ai oublié ton Angelo. prénom. Angelo. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Angelo. Il y a beaucoup de joueurs de nos jours qui ont passé 2-3 ans en Europe, que ce soit en France ou en Europe. Ils ont prouvé qu'ils ont le niveau européen. Je me demande combien d'années ils devraient passer en Europe pour justement passer le cap de Tony Parker pour pouvoir jouer en NBA. Après, voilà. Qu'est-ce qu'un joueur devrait faire? Avoir l'opportunité de jouer en NBA et de repartir en Europe et ne pas jouer en NBA? Qui est le rêve d'un joueur depuis tout petit? Ou justement aller en NBA et puis essayer d'avoir sa place. Et puis il y a une histoire de timing, tu sais Sylvain, et je pense qu'Alexis peut en témoigner. Il a été au contact de tellement de jeunes talents et de jeunes joueurs qui ont eu une opportunité ou d'autres qui n'ont pas eu une opportunité. Et on sait que la NBA, ça va au-delà du niveau de jeu. C'est aussi un business, c'est aussi une histoire de réseau, c'est une histoire de hype. Et on est bien placé pour en parler puisqu'on est sur l'émission. Tu as les mock drafts, tu as tous les spécialistes, les scouts NBA, tous les staffs qui sont là à décrypter chaque match, chaque détail. Et à un moment donné, tu es en concurrence avec des mecs de ta génération et tu as ton stock qui est élevé ou ton stock qui est bas. Et ça peut changer d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Donc si tu as l'opportunité de te faire drafter dans le top 10, éventuellement, ou juste d'être drafté tout court, de te dire, aujourd'hui j'ai une sécurité de me faire drafter et je sais que je vais me faire drafter, mais je vais rester un an en plus, sachant que tu peux te blesser, tu ne sais pas ce qui va se passer, une méforme, qu'est-ce qui se passe derrière? Allons plus loin. On a choisi d'être drafté, d'aller en NBA. Première saison... d'acclimatation. Deuxième saison, on espère que tu exploses, mais ce n'est pas le cas. Je vise Kylian Hayes. Et troisième saison, tu essaies de t'installer, de progresser et les résultats ne sont pas là. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'auto-analyser en se disant, bon, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, je suis peut-être pas encore prêt sur le plan de la maturité, sur le plan physique, sur le plan technique, pour pouvoir être le joueur que je veux être. Melvin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, je pense que n'est pas Tony Parker qui veut, n'est pas Rudy Gobert qui veut. Et donc, ce que tu dis est vrai. Je pense que, quelles sont les opportunités que ces joueurs-là ont dans leurs équipes NBA? Franck Ntilikina, pour moi, ça a été une erreur de casting. Kylian Hayes, il a eu une chance, malheureusement, il a été blessé. Et derrière, t'as pas le temps, malheureusement. Il y a Cunningham qui se fait drafter. Maintenant, il y a Ivy qui se fait drafter. Donc, je pense que c'est plus mentalement parce que le talent, ils l'ont, comme le disait Angelo avec Kylian Hayes. Il dominait en Eurocoupe. Donc, à un moment donné, c'est peut-être mentalement que les joueurs ne sont pas prêts. Et ça, je ne suis pas sûr que rester 3-4 ans en France ou en Europe peut t'aider à ça. Ouais, exactement. Surtout qu'il y a plein d'intangibles qui sortent de ton contrôle derrière. Si tu te blesses, la méforme, ton stock qui, à ce moment-là, te garantissait une place, il y a les autres qui poussent derrière. Il y a la concurrence. Il y a beaucoup de monde en NBA, tu n'es pas tout seul. Alexis, je voudrais qu'on s'appuie sur ton expérience. Drafté 2008-20, tu arrives à Charlotte Bobcats, tu essaies de faire ta place. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte justement de cette concurrence et du français que tu étais, qui essayait justement de frapper aux portes de l'Amérique, quoi? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. En fait, tout dépend où tu te fais drafter, à quel moment tu te fais drafter. Et puis surtout, l'opportunité que tu as. Moi, je suis arrivé dans une équipe où il y avait déjà beaucoup de grands et j'avais un coach qui n'aimait pas les rookies. Donc, j'avais Larry Brown en tant que coach. Donc, c'est vrai que c'était difficile déjà pour moi de m'imposer. Et puis, pour revenir sur les autres Français, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été draftés dans des situations qui sont assez délicates. Et ça a joué énormément aussi pour un joueur. Est-ce que la position de draft, je parle par exemple celle de Kylian Hayes qui est quand même 7, est-ce qu'il n'est pas un peu, j'aime pas ce mot-là, mais un peu prisonnier justement du fait qu'ils doivent être performants tout de suite parce qu'il est drafté haut?
Bah, tout à fait, parce qu'ils ont drafté haut, ils ont une expectation énorme pour lui, donc ils veulent absolument qu'il produise énormément. Comme ça a été relevé pendant l'émission, c'est que je pense que c'est plutôt mentalement qu'il y a un cap qu'il faut qu'il passe. Et peut-être un coach mental pourrait l'aider là-dessus. Et puis après, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir la loterie, avoir les meilleurs contrats rookies, 3 saisons garanties au meilleur tarif pour après avoir aussi le luxe de ne pas être performant. Il faut l'être, mais ça fait partie, tu sais, on est dans un milieu professionnel. Et Alexis connaît ça, c'est coupe-gorge. C'est-à-dire que tu as une certaine tolérance de par la jeunesse justement et du profil rookie, débutant, deuxième année. Au niveau de la troisième année, tu n'es plus rookie, mon garçon. Donc soit tu te mets au diapason, soit on va chercher quelqu'un d'autre. Exactement. D'ailleurs, ils ont commencé des 3 à chercher. Ouais, ça s'appelle pas la loterie par hasard. C'est vraiment, tu essayes de prendre les potentiels que tu penses qui peuvent passer au cap supérieur, mais rien n'est acquis. Et d'ailleurs, c'est pas juste un sujet ou une tendance qui est exclusif à la France. Je veux dire, les jeunes Américains qui font un an d'université ou 2, ils ne sont pas garantis de réussir en NBA. On le voit, moi, à Golden State, James Wiseman, qui n'a pas eu pratiquement de carrière universitaire et qui a du mal parce que c'est pas évident de passer ce cap.